c'est Georgette Levy. Merci beaucoup pour vos applaudissements et aussi pour avoir bien voulu m'inviter à ce forum d'une importance capitale, je pense, non seulement pour l'université ou le secteur industriel, mais pour l'économie du pays en général. Je pense que le partenariat université-entreprise permet d'échanger, de partager des connaissances, mais aussi ça constitue, disons, un élément, un catalyseur pour le développement académique, mais également un moteur essentiel pour le développement du pays en général. Je vais me contenter de parler d'un petit volet qui concerne le secteur d'énergie, puisque beaucoup de choses ont été dites avant moi, notamment ce qui a été dit par Sylvain et Saïd. Je vais beaucoup plus parler de la problématique réseau. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le Maroc a disons, placé les énergies renouvelables au centre de sa stratégie énergétique en 2009, pour les raisons que vous connaissez déjà, et a fixé des objectifs très ambitieux en matière de développement du solaire, de l'éolien, de l'hydraulique, etc. Et donc, beaucoup de réalisations ont été faites depuis 2010. Aujourd'hui, plusieurs chantiers ont été ouverts. En 2010, notamment, la réalisation des grands projets solaires et éoliens. Aujourd'hui, si on fait le compte, le Maroc dispose d'une capacité totale de 3000 MW entre l'éolien et le solaire, alors qu'en 2010, on était à peine à 250 MW, donc beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu la réforme institutionnelle du secteur qui devait accompagner cette stratégie, donc création de Mazen, refonte de l'ONE. Aujourd'hui, on parle de société régionale de distribution, donc il y a cette volonté donc, de mettre des institutions qui se concentrent sur leur propre, disons, métier. Alors qu'avant, par exemple, l'ONE avait plusieurs casquettes. Il avait une casquette de planificateur, mais aussi producteur, mais aussi transporteur, et même distributeur dans certaines régions. Aujourd'hui, on est sur une logique beaucoup plus, je dirais, transparente, où les institutions sont séparées, avec bien sûr des résultats transparents et accessibles. Il y a aussi le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire a été mis en place pour accompagner la stratégie et à ce titre, on peut citer les deux lois qui, disons, qui permettent de développer les énergies renouvelables. C'est d'abord la loi 1309 qui a permis de créer une sorte de marché libre des énergies renouvelables, où des opérateurs privés peuvent aujourd'hui développer des projets par leurs propres moyens et vendre dans le marché de l'électricité avec une partie qui peut être aussi vendue à l'ONE en tant que gestionnaire de réseau. Il y a aussi la nouvelle loi sur l'autoproduction et qui va intéresser plus le secteur industriel, puisque maintenant, aujourd'hui, les industriels peuvent réaliser leurs propres projets renouvelables pour leur propre consommation, avec des interactions avec le réseau selon des modalités réglementaires qui sont fixées dans la loi. Mais c'est des dispositions réglementaires qui ont un caractère incitatif pour développer davantage les énergies renouvelables. Donc tout ça, ça a été fait, je dirais aujourd'hui, la capacité qui a été installée, qui continue à se développer, ça a été réalisé dans un contexte beaucoup moins contraignant qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on avait développé des projets alors que le réseau avait cette capacité de recevoir des énergies renouvelables. Pour vous dire, juste un titre d'anecdote, la première centrale éolienne au Maroc a été mise en service en 2000, et en 2000, on ne se posait même pas la question est-ce que cette centrale avait un impact sur le réseau ou pas. La question ne se posait pas. Les projets qui ont été réalisés par la suite, ils n'avaient pas cette crainte justement d'intégrer ces projets renouvelables dans le réseau. Aujourd'hui, la donne a changé. La donne a changé, pourquoi? Parce que
on est sur des capacités beaucoup plus importantes, mais aussi on a un réseau qui a une capacité d'accueil qui est limitée. C'est un peu comme la bouteille qu'on est en train de remplir par l'eau. Quand on remplit au début, le débit d'eau il est élevé, mais quand on a presque atteint le remplissage, on commence à réduire le débit et faire attention pour que ça ne déborde pas. Donc, c'est un peu, on est en train de vivre cette situation aujourd'hui au Maroc. Donc, c'est ce qui m'amène disons, à soulever la question de l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation, elle va porter essentiellement, quand il s'agit de réseau, elle va porter sur ces aspects d'intégration au réseau. Comment faire en sorte que la fameuse bouteille qu'on est en train de remplir, qu'elle augmente sa capacité. Comment faire en sorte que le réseau puisse absorber plus de renouvelables avec moins de contraintes. Et là, ça ouvre des chantiers énormes qui, je pense, l'université peut apporter une valeur ajoutée sur ces questions-là. Donc il y a l'impératif d'intégration au réseau électrique qui est important. Il y a aussi les interconnexions. Pour ceux qui ne le savent pas, le Maroc il est interconnecté avec l'Europe, avec 2 câbles sous-marins. Il y a un 3e câble qui est en train de se développer avec le Portugal. Et il y a une vision aussi d'interconnecter le Maroc avec l'Afrique. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le réseau il est arrivé jusqu'à Dakhla. Et l'interconnexion entre le Maroc et la Mauritanie devient quelque chose de plus perceptible, tout à fait réalisable. Et l'interconnexion du Maroc avec la Mauritanie permettra en fait d'interconnecter le Maroc avec toute l'Afrique subsaharienne, puisque la Mauritanie elle-même est interconnectée avec le Sénégal, avec le Mali, etc. Donc c'est toute la région qui va être interconnectée au Maroc et qui sera interconnectée aussi à l'Europe. Ces interconnexions font appel à beaucoup de réflexions sur la façon dont on doit exploiter ces interconnexions. Parce que vous savez que les interconnexions sont très utiles pour le partage des capacités, etc., pour les économies, mais aussi il faut les gérer avec des règles qui sont très, très précises pour éviter qu'il y ait un impact. Et donc là aussi, c'est des sujets très intéressants qui peuvent aussi faire appel à des innovations à travers des partenariats avec l'université. Il y a aussi la décentralisation de l'énergie. Ça, c'est un élément important, puisque aujourd'hui, quand on a commencé à développer des projets renouvelables, on les a essentiellement alloués à des consommations en réseau haute tension, c'est-à-dire les gros clients. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'intégration à la moyenne tension, à la basse tension, c'est-à-dire que la loi permet aujourd'hui d'approvisionner, de permettre aussi à des opérateurs de développer des petits projets en moyenne tension, en basse tension. Et ça, on est donc sur une logique beaucoup plus de décentralisation et qui fait appel à beaucoup plus de flexibilité. Donc là encore, des choses peuvent être développées. Il y a, Césaire tout à l'heure a parlé de la décarbonisation de l'industrie. Donc les industriels qui sont aujourd'hui exportateurs seront confrontés dans un avenir très proche à la taxe carbone, taxe européenne, taxe carbone aux frontières de l'Europe. Et il va falloir donc que l'industriel lui-même puisse décarboner sa production, ses outils de production, de façon à ce qu'il la rende la plus verte possible, je dirais, et être compétitif sur le marché extérieur. Donc ça, c'est des sujets qui sont importants, et donc je pense que les partenariats entre l'Académie industrielle doivent être à ce sujet construits sur des bases, moi je dirais sur des bases d'objectifs précis, partagés. Il faut que ce soit partagé entre l'industrie et l'université. Il faut que les objectifs soient communs et ils doivent tous les deux répondre à ces futurs défis à travers des solutions innovantes. Mais je pense que la question de l'efficacité énergétique a été abordée par Saïd. Je vais prendre une de ces citations à l'époque, quand on travaillait ensemble. Saïd disait que les projets d'efficacité énergétique sont les seuls projets qu'on ne peut pas inaugurer.
Et c'est vrai qu'effectivement, beaucoup de travail a été fait à l'époque par l'AME, mais je n'ai jamais vu Saïd à la télé en train d'inaugurer un projet d'efficacité énergétique parce que on le voyait dans la consommation, mais ce n'était pas le projet global. Beaucoup de choses peuvent être faites. Aujourd'hui, on regarde par exemple la consommation d'énergie, on a senti quand même qu'il y a un ralentissement. Et donc moi je suis convaincu que certaines actions d'efficacité énergétique ont pu contribuer justement à ce ralentissement, ce qui est dans l'intérêt du pays. Un élément aussi important avec l'intégration du renouvelable, je ne voudrais pas l'oublier, c'est la gestion de la demande. La gestion de la demande aujourd'hui, avec l'intermittence du renouvelable, le consommateur devient un acteur et non pas juste un consommateur qui ne fait que consommer. Il devient aussi un acteur, c'est-à-dire qu'il doit modifier son comportement de consommation en fonction de l'intermittence, en fonction de... Et là, ça fait appel à on a beaucoup parlé de digitalisation, d'intelligence artificielle, etc. Donc tous ces outils sont de nature à, je dirais, faire en sorte que le Maroc puisse gérer sa demande de façon intelligente et non pas subir la demande avec des moyens qui peuvent, dans certains cas, ne pas répondre aux objectifs stratégiques. Donc c'est un élément important que, à mon avis, il faut prendre en compte à l'heure où la numérisation bouleverse notre façon de travailler. Et donc, elle aussi bouleverse aussi notre façon de consommer de l'énergie électrique. Un dernier point, c'est la question de l'international, du développement international. Il faut aujourd'hui ne pas écarter l'idée d'un développement international, un développement conjoint énergie entre industrie énergétique et université. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que certaines solutions innovantes peuvent ne pas être applicables pour le contexte marocain, mais peuvent être applicables dans des régions de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou dans d'autres régions. Et il faut, à mon avis, ne pas écarter cette possibilité de combiner les efforts industrie, académie, sur des sujets qui peuvent intéresser les autres pays. Donc c'est quelque chose, à mon avis, il ne faut pas oublier de la mettre, à mon avis, dans le paille des sujets de réflexion. Pour finir avec les recommandations, j'ai un point qui concerne la recherche et développement. Je pense que, d'une manière générale, au Maroc, la recherche et développement doit émaner d'une stratégie nationale et non pas uniquement des actions ponctuelles. Bon, Badr tout à l'heure a parlé de beaucoup de choses, il a été très impliqué dans la recherche et développement. Malheureusement, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de choses n'ont pas fonctionné, c'est qu'on n'avait pas une stratégie.